Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant la remise du rapport annuel de l'autorité de sûreté nucléaire à l'OPEXT. L'OPEXT, c'est l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui rassemble les députés et les sénateurs qui sont intéressés par les sujets scientifiques. L'OPEXT est présidée par le sénateur Les Républicains Gérard Longuet. Elle compte également parmi ses membres Cédric Villani, le député de La République En Marche, scientifique de renom, et lui vice-président de l'OPEXT. Et ce matin, la remise du rapport annuel de l'ASN intervient dans un contexte troublé, celui de la découverte dans l'EPR de Flamanville de nouveaux déboires. EDF a en effet déclaré mardi dernier qu'il y avait des écarts de réalisation dans les soudures de l'EPR de Flamanville et qu'il a déclaré ce problème à l'autorité de sûreté nucléaire. Cela devrait entraîner des contrôles additionnels et donc de nouveaux déboires pour l'EPR de Flamanville qui essuie de nombreux retards depuis le projet de sa construction. Je vous rappelle que l'EPR devait d'abord être terminé en 2012. Cette fois-ci, on était sur un calendrier qui devait se terminer en 2019, une mise en service commercial en 2019. Ce nouveau problème de soudure pourrait entraîner de nouveaux retards. Tout de suite donc, retour à cette remise du rapport annuel de l'autorité de sûreté nucléaire devant les parlementaires de l'OPEXT. Alors, en ce qui concerne l'ASN, moi, ma prise d'opposition sera d'une très grande brièveté. Vous mesurez parfaitement, par votre expérience professionnelle et par votre engagement, l'importance considérable de votre mission. Pourquoi? Parce qu'il y va d'abord de la sécurité de nos compatriotes. Et le nucléaire, ne connaissant pas nécessairement les frontières administratives et politiques, il y va de la sécurité de tous ceux qui nous entourent, de savoir faire fonctionner des systèmes avec le maximum de certitude, de perfection, et éviter évidemment les risques inutiles. Mais simultanément, compte tenu de la position extraordinairement forte de notre pays dans cette filière électronucléaire, vous mesurez également que toute décision a un impact très immédiat sur l'économie de nos territoires, sur notre industrie, sur notre recherche, et vous êtes dans une position où l'indépendance est une nécessité absolue, où la compétence est une évidence, mais c'est également une nécessité absolue, et où votre autorité, puisque vous êtes une autorité indépendante, l'autorité, c'est un truc qui ne se décrète pas en réalité, il faut l'approuver, l'établir, la défendre, et c'est une bataille de tous les instants. Et je pense que ça doit être très difficile, en réalité. Moi, j'ai eu la chance d'être assez rapidement un homme politique, ce qui fait qu'on rend compte à ses électeurs, ce qui est beaucoup plus facile que de rendre compte à l'histoire ou au pays tout entier. Donc, j'ai beaucoup de considération pour le travail que vous faites et la difficulté de la mission dans le cas précis qui est le vôtre, puisqu'étant familiarisé avec un des aspects du nucléaire, je mesure l'importance de l'enjeu pour des générations innombrables à venir et qui pourraient, le cas échéant, souffrir de nos erreurs, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, vous aviez en 2010, sur le rapport de l'année 2016, en 2017, rapport que nous avons eu tardivement pour les raisons que vous savez, jugé qu'il y avait un contexte préoccupant. C'est intéressant de savoir quel est le sentiment global que vous portez aujourd'hui en 2018 sur l'année 2017. Ce rapport va nous le dire. Vous avez, je reviens sur mes notes, évidemment l'interrogation dont vous avez reporté l'échéance, mais c'est bien parce que ça permet d'aller au fond des choses sur la prolongation de la génération des 900 mégawatts.
Vous suivez évidemment la mise en puissance, l'aboutissement de l'EPR. Et pour moi, je dois reconnaître que votre intervention sur CIGEO est d'une actualité brûlante de tous les instants, puisque c'est un projet qui concerne très directement la France en général, mais la Haute-Marne, dont je salue le sénateur, ancien président de l'Office Bruno Sido, et votre serviteur également impliqué territorialement parlant. Alors, je vois que vous avez en 2017, avec très publiquement, et c'est la fonction de l'agence, très loyalement alerté sur un certain nombre de sujets. J'évoque l'arrêt temporaire de la centrale de Tricastin, j'évoque le problème posé et les contrôles renforcés qu'exige un certain nombre d'irrégularités historiques qui auraient été commises, j'emploie le conditionnel parce que je suis poli bien élevé, par les gens de Creusot-Loire lorsqu'ils ont fabriqué justement ces cuves dans les années 70 à partir des années 70, je crois, cité de mémoire. Il y a un sujet qui est assez passionnant et qui lui est tout à fait actuel, c'est la protection des piscines de stockage du combustible, puisque EDF a des projets actuellement qui sont à court terme nécessaires, mais nous avons un débat public, enfin débat public au sens médiatique. Une association en octobre a présenté un rapport pouvant donner le sentiment qu'il remettait en cause le projet de nouvelle piscine d'entreposage d'EDF. Alors voilà, il y a un ordre du jour extraordinairement riche. Je vais vous donner la parole. Je sais que le directeur général Olivier Gupta, ici présent, souhaite nous présenter la politique de contrôle de l'ASN, mais j'imagine que mon premier vice-président, qui a suivi ces questions, souhaite à ce moment-là introduire lui aussi le débat, car la force de l'office parlementaire, c'est non seulement d'associer des députés, des sénateurs, ce qui est déjà pas mal, mais d'associer des gens incompétents avec des gens compétents, ce qui est encore mieux. Je ne suis pas complètement incompétent, il faut le reconnaître, mais j'ai la modestie de reconnaître sur ce sujet mes limites. Monsieur le Président, cher Gérard, merci. Il est évident que je n'accorde aucun crédit à ces propos sur la prétendue incompétence. Monsieur le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers collègues, nous nous retrouvons pour cette audition annuelle de l'Autorité de sûreté nucléaire par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le président Longuet rappelait combien c'est un rendez-vous régulier et important. De fait, c'est la 11e fois consécutive que cette audition se tient depuis la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La précédente audition est toute récente, 30 novembre dernier. De fait, je crois, Monsieur Chervet, Monsieur Gupta, que vous êtes les interlocuteurs que nous avons revus et revus le plus souvent depuis le début de mon mandat. Et je m'en réjouis parce que vous avez su à chaque fois nous apporter des réponses extrêmement bien instruites. J'espère que ça en sera de même aujourd'hui. Et je redis ici combien cette audition, ce contrôle, est important et nécessaire dans un contexte où le secteur nucléaire a plus besoin que jamais de transparence et d'explication. Nous sommes vus ici en février dans le cadre de travaux consacrés à la sécurité des centrales. Il se trouve que le sujet de la sûreté et de la sécurité nucléaire sera évoqué aussi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui travaille sur ce sujet. Et ce matin même, parallèlement à nos travaux, auditionne Madame Régine Engström, secrétaire générale et haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Cet après-midi à 14h, la même commission à l'Assemblée nationale auditionnera le ministre d'État Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. On peut donc qualifier ce jeudi 12 avril de jour du nucléaire au Parlement. Et la présentation officielle du rapport 2017 de l'ASN s'inscrit dans ce cadre.
Le président Gérard Longuet l'a rappelé, l'actualité a eu son lot d'informations en la matière ces derniers jours et il y aura encore des informations à venir, très certainement dans les mois qui viennent. Dans l'actualité toute récente, l'autorité de sûreté nucléaire a fait savoir hier qu'elle a réalisé mardi une inspection du chantier de construction du réacteur EPR de Flamanville pour examiner les modalités de réalisation des contrôles des soudures des circuits secondaires principaux à la suite de la mise en évidence par EDF de défauts de soudure non détectés lors des contrôles de fabrication sans qu'EDF ait pu, à notre connaissance, préciser encore les éventuels retards et surcoûts que cela pourrait entraîner. Évidemment, nous sommes impatients de vous entendre sur ces sujets. Avant-hier, il a été annoncé aussi que les inspections conduites par l'ASN révélaient une prise en compte insuffisante du risque d'exposition au rayonnement ionisant dans les mesures de prévention relatives au transport de substances radioactives. Et c'est un enjeu de santé publique important sur lequel nous serons heureux de vous entendre. Pour évoquer enfin un sujet qui m'est cher aussi en tant que député de l'Essonne, en ce qui concerne l'installation nucléaire de base située sur le site nucléaire de Saclay, qui produit des radioéléments artificiels pour la société CIS Bio International, mise en demeure de se conformer à la décision de l'ASN de février 2016. Il ne semble pas complètement clair quelle est aujourd'hui la politique de mise en œuvre de la réponse à cette décision. Et c'est aussi un sujet que nous pourrons aborder. De façon générale, il est normal, il est même sain que l'ASN fasse des annonces régulières, mette en avant des difficultés, des pistes de résolution et des actions. Ce qui serait inquiétant, c'est s'il y avait des choses, des anomalies qui passaient au travers des mailles de votre filet. Et il est tout aussi normal que la représentation nationale vous écoute régulièrement afin de se forger son opinion et afin d'informer de façon générale les représentants de la nation de façon aussi transparente, neutre, loyale et informée que possible. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, en l'absence d'addition de la part du Président, je suis heureux de vous passer la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureux d'intervenir, alors pas pour la 11e fois, mais c'est la 5e fois que j'interviens, pour vous donner notre vision de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. Effectivement, le dernier exercice avec l'OPEX date de décembre, il est relativement récent, c'était lié au renouvellement de la composition de l'OPEX. Je suis très heureux d'être là et d'intervenir cette fois pour vous donner notre vision du moment, essentiellement axée sur l'année 2017. Mais peut-être avant de nous donner cette vision, c'est aussi l'occasion de dire d'où nous regardons et qui nous sommes. Vous avez évoqué notre rôle particulier. Voulez-vous parler un peu de ce qu'est l'ASN ? C'est une autorité indépendante. Monsieur le Président, vous avez rappelé la nécessité qu'elle soit indépendante. Il nous arrive d'avoir quelques critiques. Il faut les admettre d'ailleurs et nous les écoutons évidemment. Parfois c'est des exploitants nucléaires, parfois c'est des associations de protection de l'environnement. Elles sont légitimes vu leur émetteur. Par contre, notre fonction essentielle, c'est justement en tant qu'autorité indépendante d'exercer une magistrature technique sur le sujet de fond qui est le nôtre, qui est la sûreté nucléaire et la radioprotection, et qui a un seul but, protéger les personnes et l'environnement. Et c'est à ce titre et au titre de ce but que nous rendons compte, que nous dialoguons, que nous informons, que nous organisons des participations du public chaque fois que le sujet le mérite. Et c'est ça, notre juge, je ne sais pas si c'est l'histoire qui nous jugera, mais je suis convaincu que c'est bien là-dessus que nous devons être regardés par ceux qui nous regardent. Nous sommes... Alors la notion d'indépendance est complexe, hein, il faut là aussi avoir un référentiel. Fondamentalement, nous avons été conçus par la loi qui a été citée comme étant indépendants de tous ceux qui portent une vision de la politique énergétique et notamment de la politique nucléaire. Au premier rang desquels, je citerai le gouvernement qui est en charge de la politique énergétique. Il a une vision, il se doit même d'en avoir une. Nous sommes indépendants du gouvernement et nous le sommes dans les faits et j'en témoigne ici devant vous.
Nous sommes aussi évidemment indépendants d'autres personnes qui portent une vision sur le nucléaire. Je pense aux industriels responsables des activités, premiers responsables même des activités nucléaires, qui ont en général une vision favorable au nucléaire. Nous sommes aussi indépendants des associations de protection de l'environnement, beaucoup d'entre elles étant plutôt contre le nucléaire. Voilà. Et nous exerçons notre métier dans ce contexte, encore une fois, en bénéficiant, on va dire, de commentaires de nature très variée, mais qui sont tous directement liés aux intérêts portés par les uns et par les autres. Nous portons un seul intérêt, la protection des personnes et de l'environnement. Et le guide, vous parliez de décisions complexes, la période en abonde particulièrement, c'est des décisions complexes techniquement, au regard, encore une fois, de l'objet que nous poursuivons. Et notre guide, j'ai parlé de magistrature technique, c'est d'explorer techniquement le plus possible les sujets, toute décision importante, il y en a eu encore une fois beaucoup dans la période récente, associe une bonne 50aine de personnes au sein de l'autorité de sûreté nucléaire, au sein de notre appui technique, l'IRSN. Ce n'est pas des décisions qui sont prises par une seule personne dans un bureau, pour être tout à fait clair. Elles sont le fruit d'une maturation technique, d'une exploration technique sérieuse, et d'autant plus sérieuse que la question est importante. Ceci explique aussi pour large part la configuration qui est là. Il y a dans cette salle, alors à côté de moi, le collège, les 4 autres commissaires membres du collège, il y a le directeur général, et puis il y a autour de moi l'état-major de l'ASN, capable notamment, et c'est ce que vous citiez, de répondre plus précisément à l'ensemble des questions que vous serez amenés à poser dans le détail, encore une fois, au plan technique. Voilà. Nous avons, au courant de l'année 2017, refonder ce qu'on a appelé notre politique de contrôle, réfléchir à la manière dont nous exercions nos missions et essayer d'améliorer encore notre fonctionnement. Et je vais passer la parole à Olivier Gupta, directeur général de l'ASN, pour vous présenter rapidement les grandes lignes des évolutions en cours et déjà mises en pratique par l'ASN pour les années à venir, avant de vous délivrer notre vision de la sûreté et de la radioprotection. Oui, bonjour, merci Pierre-Franck. L'idée, c'était qu'on vous parle régulièrement des résultats du contrôle et pour une fois, effectivement, de vous dire quelques mots sur la manière dont ce contrôle s'exerce. Et c'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes. C'est d'autant plus important que ce contrôle, il fonde finalement l'appréciation qu'on porte sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et qu'on vous présente à l'occasion de ce type d'audition. Il y a un premier principe de base dans le contrôle qui est d'ailleurs pas spécifique au nucléaire, qui est un principe général lié au contrôle des risques plus généralement, c'est la responsabilité première de l'exploitant. L'exploitant est le premier responsable des mesures de sûreté et de protection des risques. C'est un principe internationalement reconnu. Et ça a une influence sur le contrôle, ça explique la raison pour laquelle le contrôle n'est pas exhaustif, il n'a pas vocation à vérifier, nous n'avons pas vocation à vérifier les faits et gestes de chacun des opérateurs dans les installations. Fondamentalement, le contrôle, il a pour objectif de vérifier que les exploitants assument correctement leurs responsabilités et si ce n'est pas le cas, évidemment, de prendre les mesures en réponse. Alors, une fois ceci posé, finalement, nous ajustons le contrôle, nos méthodes de contrôle, au regard de 3 paramètres. Le premier d'entre eux, c'est le champ du contrôle. Quel est l'ensemble la typologie, finalement, des activités, des risques soumis à notre examen. Et là, pour le coup, nous nous assurons que le contrôle couvre l'ensemble des aspects pertinents. Notre objectif, c'est de faire en sorte, en quelque sorte, qu'il n'y ait pas d'angle mort. Et si on en décèle, d'étendre le contrôle, de nous organiser pour couvrir ces angles morts. Et les 2 derniers exemples en date, c'est le contrôle des risques liés à l'utilisation malveillante des sources radioactives que nous avons pris récemment en charge et encore plus récemment l'idée de couvrir la possibilité de fraude dans les activités nucléaires. Alors justement pour poursuivre sur cet exemple, l'adaptation du contrôle au risque de fraude et faire le lien avec mon point précédent
la responsabilité première des exploitants. Justement, la première des choses que nous vérifions dans ce domaine-là, c'est que les exploitants eux-mêmes mettent en place un système pour vérifier l'absence de fraude dans les activités, dans les commandes qu'ils passent chez leurs fournisseurs, vérifier la sincérité des informations, la fiabilité et la traçabilité dans l'ensemble du système documentaire. Donc, premier point, le champ du contrôle, et voyez, nous l'étendons autant que de besoin. Deuxième paramètre sur lequel nous jouons, c'est, si je puis dire, l'intensité, en quelque sorte, la profondeur du contrôle. Et sur ce plan, le contrôle, nous le focalisons là où les risques sont les plus importants. Donc ça, c'est un aspect relativement intrinsèque à une activité donnée. Et nous le focalisons aussi là où les exploitants n'exercent pas bien, à nos yeux, leurs responsabilités. A contrario, d'ailleurs, nous contrôlons moins là où les risques sont moins importants ou là où ça va bien, là où les exploitants exercent convenablement leur rôle. Pour donner un exemple, dans le domaine médical, nous faisons moins de contrôles sur les actes de radiologie conventionnels que sur, par exemple, les interventions chirurgicales sous rayonnement ionisant qui posent actuellement un certain nombre de difficultés sur lesquelles on pourra revenir. Vous voyez, dans ce dispositif, être en permanence en capacité de porter une appréciation sur la manière dont les différents acteurs exercent leurs responsabilités, assument leurs responsabilités, c'est du coup extrêmement important puisque ça nous amène à ajuster nos actions de contrôle en fait en réponse à ce qu'on constate, en renforçant dans certains cas, en allégeant dans d'autres, voire ça nous amène à passer à des actions de coercition comme on a pu le faire lorsqu'on a suspendu les activités de l'usine du Creusot. Troisième paramètre dans le réglage en fait de ces activités de contrôle, c'est finalement le choix de l'instrument que nous utilisons. Alors, on en a un certain nombre à notre disposition. Je vais en citer deux principaux. Les dossiers que nous instruisons lorsque un certain nombre d'activités sont soumises à notre autorisation préalable. C'est une des modalités. Et une autre modalité, c'est l'inspection sur le terrain. Et dans le contexte actuel, où nous constatons un certain nombre d'anomalies techniques sur les installations, dans le contexte aussi qu'on a évoqué de suspicion de fraude, nous ressentons le besoin de renforcer le contrôle de terrain. Et là aussi, pour donner un exemple, une action est en cours dans le domaine du contrôle des arrêts des réacteurs d'EDF, lorsque les centrales nucléaires s'arrêtent pour rechargement en combustible, il y a un certain nombre de travaux de maintenance qui sont faits. C'est une phase assez importante dans l'activité de ces centrales. C'est aussi une phase importante pour le contrôle. Nous avons décidé de renforcer notre présence sur le terrain dans ces phases d'arrêt des centrales nucléaires. Voilà, pour donner un exemple qui est en cours. Et donc vous avez là finalement les principales orientations qui ont été décidées pour les années à venir. Si je les résume, extension du contrôle pour couvrir les risques de fraude, renforcement de ce qu'on peut appeler l'approche graduée, c'est-à-dire une approche prenant en compte à la fois les risques liés à une activité et l'appréciation que nous portons sur la manière dont les exploitants assument leurs responsabilités. Approche graduée, donc renforcée, et puis renforcement également donc, de nos contrôles de terrain. Je voulais juste conclure en revenant sur la manière dont nous dont nous construisons notre appréciation sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. C'est ce que Pierre-Franck Chauvet va vous présenter dans quelques instants.
Je voulais simplement insister sur le fait que cette appréciation n'est pas fondée sur un indicateur unique ou sur quelques indicateurs quantitatifs, comme par exemple le nombre d'incidents. On a souvent été amené à dire que le nombre d'incidents à soi seul n'était pas une représentation suffisamment exacte de ce qui se passait sur le terrain. Quand il n'y a pas d'incident, ça peut vouloir dire que tout se passe bien, ça peut vouloir dire aussi que l'exploitant n'est pas transparent. Et c'est d'ailleurs assez naturellement la première question qu'on se pose quand une installation déclare aucun incident. Et donc notre appréciation, elle se fonde plutôt que sur quelques indicateurs qualitatifs, sur un recoupement d'un ensemble d'informations que nous collationnons tout au long de nos inspections sur le terrain, tout au long aussi des instructions, des examens, des dossiers que nous faisons au bureau, à l'issue de l'analyse des incidents et des actions correctives qui en sont tirées. Alors, non seulement c'est un recoupement d'informations, mais c'est aussi un jugement collectif. C'est quelque chose qu'on forme de façon tout à fait collective au sein de l'ASN et je souhaitais y insister. Et c'est donc cette synthèse que Pierre-Franck va vous présenter. Merci. Sur ces bases-là, effectivement, nous élaborons notre vision. Pour 2017, je dirais que ça a été une année globalement satisfaisante en matière de sûreté et de radioprotection, avec 2 commentaires. Cet aspect globalement satisfaisant s'inscrit dans un contexte de plus long terme qui est un peu moins préoccupant qu'il ne l'était il y a encore quelques mois. Mais en même temps, il reste un nombre assez important de sujets de vigilance pour nous. Je reprends ces 3 idées. Sur le bilan, la sûreté d'exploitation des grandes installations nucléaires, la radioprotection dans le nucléaire plus diffus, médical ou industriel, on estime la situation donc globalement satisfaisante. Alors le globalement renvoie à des bémols, à un certain nombre de bémols, et ça veut dire que globalement, ça veut dire que c'est pas totalement. Donc il y a un certain nombre d'installations qui peuvent poser problème. Il y en a d'autres qui au contraire sont plutôt en bonne position. Parmi celles qui sont en plutôt bonne position, si je prends le domaine des centrales nucléaires, il y en a 2 qui, comme l'année dernière d'ailleurs, sont plutôt au-dessus. Je pense à Chinon, je pense à Fessenheim également d'ailleurs. Dans le même domaine, centrale nucléaire, il y en a qui sont en retrait. La centrale de Belleville, par exemple, l'année dernière, et encore maintenant est en retrait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous l'avons passé sous surveillance renforcée à la mi-année dernière. Ils sont toujours dans cette situation. Et ça renvoie d'ailleurs assez directement à ce qu'évoquait Olivier Gupta, c'est-à-dire l'approche graduée qu'on veut développer. Quand les choses ne vont pas, on en fait plus. Et on demande d'ailleurs aux exploitants, eux aussi, par leur contrôle interne, d'en faire plus. Et quand les choses vont bien, il faut savoir relâcher l'effort de contrôle. Ça, c'est dans le domaine des centrales nucléaires. Autre exemple de contraste par rapport à ce bilan, encore une fois, globalement satisfaisant. Monsieur Villani, vous avez cité Sysbio, enfin d'ailleurs sans le citer, mais enfin je le cite là. Effectivement, c'est fait partie des sites, des installations nucléaires sur lesquels nous exerçons une surveillance forte. Vous avez parlé de mise en demeure, action de coercition. Ça fait plusieurs années que vis-à-vis de cette installation, nous sommes amenés à avoir ce type d'action de manière à obtenir les renforcements de sûreté qui s'imposent sur une installation relativement ancienne. Évidemment, donc, des choses qui vont pas très bien, je viens d'en citer quelques-unes. Le rapport est complet, beaucoup plus explicite sur ce point, et des choses qui vont bien. Et au final, une année globalement satisfaisante. Olivier Gupta parlait des incidents. Le nombre d'incidents, effectivement, est globalement stable. D'ailleurs, au passage, on ne tient pas réellement compte du nombre d'incidents. Les variations sont pas le critère premier du tout de nos analyses. À l'inverse, il faut quand même signaler des incidents de niveau 2 dans le domaine médical et dans le domaine des centrales nucléaires. Il y a eu plusieurs niveaux 2 sur le parc nucléaire. Je pense à la digue du Tricastin, je pense aux problèmes rencontrés sur les diesels, je pense aux problèmes rencontrés sur des réseaux d'incendie qui n'avaient pas une bonne maintenance et qui de fait étaient largement corrodés, pouvant créer des problèmes de sûreté. Tous ces incidents ont été classés au niveau 2, alors que dans les années précédentes, il y en a eu pas ou peu sur le parc nucléaire. Alors là aussi, il y a un côté ambivalent de ce genre de situation. D'un côté, on peut dire que c'est positif, c'est-à-dire
ces anomalies ont été détectées. On aurait pu ne pas les détecter. Et à ce moment-là, avoir un bilan en termes d'incidents qui aurait été effectivement bon, même imparablement bon, alors même que fondamentalement l'anomalie aurait perduré. Là, le fait d'avoir détecté ces difficultés est une bonne chose. Ça a permis tout simplement de les traiter. Et c'est juste, au travers de ces exemples, pour vous donner un exemple comment les choses progressent. Alors ça peut, quand il y a un niveau 2, ça peut être mal perçu. Encore une fois, j'y vois plutôt le signe d'une amélioration continue de la sûreté qui est un des grands principes. C'est-à-dire que les choses ne se jouent pas uniquement au design et à la fabrication, elles se jouent beaucoup en exploitation, en exerçant un regard curieux sur la manière dont les choses sont exploitées ou les matériels sont entretenus. Et c'est comme ça que la sûreté, in fine, progresse, beaucoup plus que par l'ambition d'avoir un design parfait. Et inversement, pour ce qui concerne en tout cas EDF, nous sommes vigilants et nous le resterons très fortement sur la manière dont la conformité des matériels est gérée. Dans les incidents que je viens de citer, il y avait des défauts de conception et des défauts de fabrication d'origine. La digue du Tricastin, c'est un problème d'origine. Les problèmes rencontrés sur les diesels, c'était une mauvaise construction initiale. Et donc, il faudra, et il faut, et nous l'avons demandé à EDF, et nous attendons, et nous en discuterons au cours de ce semestre-là, un programme complet de révision de conformité, réexamen de conformité des tranches, notamment par rapport à leur référentiel initial. Deuxième point de vigilance concernant spécifiquement EDF, j'ai cité des problèmes de maintenance sur des circuits annexes, des circuits d'incendie. Alors je dis annexes parce que ce n'est pas le cœur de la machine, mais c'est des choses qui peuvent impliquer des enjeux de sûreté indirectement. Et nous avons besoin d'y voir plus clair et nous demandons à EDF d'aller plus loin en matière de maintenance, notamment pour ces circuits que je qualifie d'annexes, mais qui ont un rôle à jouer en matière de sûreté. Donc ça fait partie des deux points de vigilance, des points de vigilance conformité avec l'aspect maintenance. L'autre point de vigilance concernant EDF, c'est les problèmes de, plus généralement, quand des écarts surviennent sur le parc, et il y en a, encore une fois, c'est pas là-dessus que nous jugeons la qualité d'exploitation, nous jugeons qu'il y a des progrès à faire en matière de détection des écarts, quels qu'ils soient, pas simplement de maintenance, de déclaration des écarts, et de rapidité de déclaration, et de rapidité, surtout, de traitement des écarts. Nous estimons que la machine, la mise en place par EDF est trop lente, pas assez réactive vis-à-vis de ces sujets-là. Or, je viens de le dire, c'est un point central pour l'amélioration de la sûreté, pour la sûreté et l'amélioration de la sûreté, que de savoir traiter les écarts que l'on trouve. Donc, insistance sur ce sujet. Mais, année 2017, quand même, globalement satisfaisante. Encore une fois, tout un tas d'indicateurs qui en attestent. La deuxième chose qui est plutôt positive, c'est que le contexte, j'emploie les mots, le contexte est moins préoccupant qu'il ne l'était. Il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Première chose, il y a eu des anomalies qui touchent les aciers, excès de carbone dans les aciers, qui ont notamment été vus sur la cuve. Ce sujet est aujourd'hui largement traité. Le retour d'expérience en a été fait. Nous avons pris position sur la cuve de l'EPR de Flamanville. C'était à l'été dernier, en gros. Nous avons été amenés à regarder un peu partout là où l'anomalie pourrait avoir été être avérée, et notamment nous l'avons fait, c'était l'hiver, alors on est le printemps, donc l'hiver il y a un an, amené à arrêter 12 réacteurs pour aller contrôler les générateurs de vapeur, certains générateurs de vapeur. Ça a permis de traiter l'anomalie sur ces générateurs de vapeur. Et globalement, je considère que ce sujet est largement derrière nous. Il y a encore 2-3 choses à vérifier, mais globalement, ce sujet est largement derrière nous et ça fait partie des éléments qui rendent le contexte moins préoccupant. Deuxième point, on a parlé du Creusot et des irrégularités. En clair, des choses qui s'apparentent à des fraudes. Le réexamen total, page à page, de l'ensemble des dossiers de fabrication a été entrepris à notre demande. Il est à peu près fait à 50%. Et pour l'instant, le nombre d'anomalies in fine posant problème pour la sûreté est relativement restreint. C'est quelques, qui sont évidemment chaque fois examinés les uns après les autres. Parmi elles, il y avait un des générateurs de vapeur de Fessenheim 2 qui a été analysé complètement et pour lequel nous avons pu autoriser le redémarrage du réacteur.
Simplement, je dis que c'est fait à 50%. Vous sentez bien qu'il y a une autre versant à mon message, c'est qu'il faut évidemment aller jusqu'au bout, mais ce qui est en cours, et ça se passe de manière satisfaisante à mes yeux. Et puis par ailleurs, dès lors qu'il reste 50% à réexaminer, on ne peut pas exclure que d'autres anomalies puissent être trouvées. Elles devront faire l'objet d'un traitement évidemment rigoureux si on les trouve dans les prochains mois. À ce stade, Areva a prévu de terminer l'exercice de relecture complète de tous les dossiers de fin de fabrication à la fin de cette année. Voilà. Dernier point qui me semble positif, c'est les réorganisations industrielles et les recapitalisations des entreprises ou des principales entreprises. Je pense à EDF et à Areva, enfin j'emploie Areva qui a changé, qui a maintenant un double nom, Framatome d'un côté et Orano de l'autre. Il est évident, et ça fait plusieurs années que j'insiste sur le fait que le contexte est préoccupant, notamment à cause des capacités techniques et financières des entreprises. Cette réorganisation va évidemment dans le bon sens et je suis prêt à l'acter aujourd'hui devant vous. On restera évidemment vigilant à ce que l'argent, mais aussi les moyens humains et les compétences techniques soient évidemment affectés aux bons endroits, aux endroits où il y en a besoin. Mais je salue quand même très positivement la réorganisation industrielle qui a été menée dès lors que je l'appelais moi-même de mes voeux. Et puis, dernier point de mon intervention, il y a des points de vigilance, il y en a que j'ai cités. Olivier Gupta a parlé des fraudes, je viens d'en parler également. Pour être précis, donc il y a eu un travail qui a été mené en lien avec les industriels, avec des échanges avec les industriels qui est encore en train de se poursuivre, qui a commencé l'année dernière. On compte arrêter un plan anti-fraude, pour faire simple, à la fin du premier semestre. Il y a un certain nombre de mesures qui méritent encore un peu de travail. Une des idées, parmi d'autres, c'est d'avoir un système organisé de lanceurs d'alerte. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est simple à dire. Juridiquement, il y a des points à aborder. Dans quelles conditions, avec quel niveau de protection des personnes qui lancent les alertes en cas d'anomalie ou d'irrégularité ou de fraude constatée. Il faut organiser la protection. Il faut aussi organiser la protection des déclarations insincères qui nous seraient faites dans ce cadre-là. Donc c'est une balance à trouver pour responsabiliser aussi les lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est un travail juridique qui est en cours. Détecter des fraudes n'a rien de simple. Hein. Par définition, une fraude, c'est intentionnel et c'est fait pour ne pas être trouvé. Et donc, c'est pour ça aussi que le travail est assez long pour nous pour arriver à mettre au point un programme anti-fraude. Une des idées quand même de base qui rejoint le renforcement de notre présence terrain, c'est que la présence terrain à un certain nombre de moments clés dans les opérations, quelles qu'elles soient, est un point important. Alors évidemment, ça se fait au détriment d'autres types d'actions, mais ça nous paraît être quand même un point de présence, alors à la fois des industriels eux-mêmes, de l'encadrement des industriels sur le terrain, mais aussi présence de nous-mêmes sur le terrain. Ensuite, il faut arriver à cibler les bonnes opérations, le bon moment, au moment les plus critiques, on va dire, par rapport au risque de fraude. Donc c'est une deuxième idée. Dernière idée que je citerai parmi une dizaine de points dans ce programme, l'idée qu'un certain nombre de laboratoires externes aux entreprises fassent un certain nombre des mesures, des laboratoires agréés, indépendants, fassent un certain nombre de mesures de contrôle, me paraît aller dans le bon sens et rendre beaucoup plus difficile des fraudes de documents. Encore une fois, de l'ensemble du programme que nous allons mettre en œuvre et que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre, aucune des mesures n'est imparable à elle seule. C'est simplement un faisceau conjugué d'un ensemble de mesures qui rendra la fraude, je dirais, moins probable. Donc, premier point de vigilance, la fraude ou les risques de fraude. Deuxième point, vous l'avez évoqué, la prolongation des installations anciennes et notamment des réacteurs, mais pas que les réacteurs. Hein. Je rappelle encore une fois que des caractéristiques du parc industriel nucléaire, outre que d'être un des plus gros au monde, voire le plus gros, c'est qu'il a été construit de manière extrêmement intense dans une période très courte. Et en gros, c'est fin 70, début 80, pour l'ensemble du parc. Donc le réacteur nucléaire, mais aussi les installations du cycle, les réacteurs de recherche. Et du coup, tout ce parc industriel a le même âge et arrive vers ses 40 ans, pour faire simple. Alors, 40 ans, c'est pas la fin de vie ou la fin du monde calculée ou quoi que ce soit. Néanmoins, c'est un rendez-vous industriel, un âge industriel respectable et qui nécessite de réexaminer
la sûreté des installations. Nous avons prévu de rendre un avis, ce qu'on appelle générique pour les réacteurs nucléaires spécifiquement, et pour les plus vieux d'entre eux, qui sont des réacteurs de 900 MW, en 2020, ce qui est tout à fait cohérent avec les plannings des visites décennales prévues par EDF. Le retard n'est pas un retard, c'est simplement un approfondissement, comme je reprends vos termes. Il y a un certain nombre de sujets techniques, encore une fois, à traiter. Il n'y en a pas 100, il y en a 4-5 qui sont des sujets techniques, mais c'est des sujets très complexes. Et nous attendons des compléments de la part d'EDF pour pouvoir ensuite, nous, former notre jugement sur la prolongation de manière générale. Je voulais juste signaler que cette étape-là, qui est l'avis générique, en 2020, vu d'ici, sera suivie ensuite d'un examen réacteur par réacteur en fonction des spécificités, notamment du site. Et la loi de transition énergétique a prévu que la prolongation de chaque réacteur est soumise à notre autorisation, et à nous seuls, et qu'elle doit être prise après une enquête publique. Donc il y aura par ailleurs, au-delà de cette instruction générale, générique, il y aura par ailleurs ensuite une séquence d'enquête publique, réacteur par réacteur. Et je reviens sur un des points que j'ai évoqués. La prolongation, évidemment, on la regarde en vue d'une amélioration de la sûreté des réacteurs, augmentation de la sûreté des réacteurs par rapport aux standards de sûreté initiaux, ceux d'il y a 40-50 ans. Mais évidemment, tout ça ne trouve son plein sens que si par ailleurs les réacteurs sont conformes, les installations sont conformes à leurs standards initiaux. Et c'est pour ça que je réinsiste sur les questions de conformité des matériels, des installations. Il y a, en vue de au-delà de mon message en général pour le parc en exploitation, il y a de toute manière une nécessité absolue à l'échéance des visites décennales, des 4e visites décennales des réacteurs, d'aller revérifier la conformité des matériels. Encore une fois, cet exercice d'examen des conditions de poursuite n'a de sens que si déjà les réacteurs sont à leur niveau requis initial. 3e point, les grands chantiers. Alors je le redis, les grands chantiers en France, il y en a quelques-uns. Il y a l'EPR, il y a le réacteur Jules Horowitz, il y a le projet ITER, les 2 derniers sont à Cadarache, tous rencontrent des difficultés industrielles majeures, des retards. La plupart du temps, c'est des sujets avant tout d'impact industriel, sans doute regrettable pour les industriels, sans nécessairement des enjeux de sûreté. Néanmoins, nous y sommes. Alors, je mets de côté, par exemple, la cuve de l'EPR de Flamanville, où il y a eu quand même plus de 2 ans de travail pour arriver à former une conclusion l'année dernière. Mais c'est néanmoins des sujets qui peuvent avoir un impact potentiel sur la sûreté, parce que ces difficultés peuvent renvoyer des difficultés de qualité, et la qualité renvoie assez rapidement à la sûreté. Mon autre analyse, qui n'est pas une analyse nouvelle, c'est que ces difficultés sont principalement liées à la perte d'expérience. On n'a pas fait de chantier de cette ampleur et de cette complexité pendant très longtemps. Et nécessairement, quand on refait les choses, on réapprend. Et on est encore dans cette phase-là, et c'est la principale explication. Ce n'est pas l'infaisabilité là qui est démontrée, c'est fondamentalement la perte d'expérience, qui est un simple constat. Alors peut-être 2 points concernant l'EPR de Flamanville. Il est, je dirais, dans sa dernière ligne droite. C'est la période où on fait un certain nombre de tests, d'essais, et c'est normal. C'est normal pour un chantier de cette complexité. Alors 2 messages. Nous sommes extraordinairement attachés à la qualité des essais qui sont faits et qui seront faits. C'est le moyen de tester le bon fonctionnement des matériels en réel, entre guillemets, le plus près du réel possible. 2e message, il y a eu 2 anomalies récentes. La première, j'en ai parlé, c'était en février. Une partie des lignes secondaires était concernée par une première anomalie que j'ai qualifiée de sérieuse. Cette partie, qu'on appelle les lignes vapeur vives principales, c'est la sortie des générateurs de vapeur et c'est la ligne qui alimente les turbines qui ensuite fournissent l'électricité. Et c'est des lignes très importantes. Elles traversent l'enceinte, notamment, puisque les générateurs de vapeur sont dans l'enceinte. Et ensuite, elles vont rejoindre la turbine qui est à l'extérieur de l'enceinte. Elles sont extrêmement importantes et elles ont été choisies comme étant par le concepteur comme étant en exclusion de rupture. C'est-à-dire qu'il n'était pas besoin, on pouvait exclure le fait que ces tuyauteries rompent. Mais pour pouvoir faire ça, il fallait qu'elles aient la plus haute qualité possible. Or, qui correspond à des exigences techniques, mécaniques, etc. Or, ces prescriptions qui sont nécessaires pour pouvoir admettre
que ces tuyauteries ne rompent pas, quoi qu'il arrive, n'ont pas été transmises aux fabricants et dès lors pas mises en œuvre. Donc ça, c'est la première anomalie dont le traitement est en cours. On attend des dossiers complémentaires, on a déjà reçu des choses, mais on attend des dossiers complémentaires dans les prochaines semaines, et déjà à soi seul un sujet compliqué. En clair, nos exigences, j'ai entendu ou lu des choses qui étaient un peu bizarres. Il y a la réglementation de base qu'on appelle équipements sous pression nucléaire, parce que c'est typiquement des équipements sous pression. C'est aussi pour ça qu'on regarde leur risque de rupture. Ça, c'est la réglementation de base. Et les exigences pour ces portions de ligne sont au-dessus, volontairement au-dessus, puisqu'il s'agit d'avoir la plus haute qualité possible. Or, malheureusement, cette exigence supérieure n'a pas été retransmise. Deuxième anomalie, mais elle beaucoup plus récente, et cette fois, ça ne concerne pas que ces lignes, ça concerne ces mêmes lignes, mais ça concerne aussi les lignes qui font le retour, puisqu'une fois que la vapeur est dans la turbine, on renvoie de l'eau dans l'autre sens, dans les générateurs de vapeur. Et tout ça, ça s'appelle les circuits secondaires principaux. Désolé pour la précision de mon propos, ou la confusion d'ailleurs de mon propos. Et donc l'ensemble de ces circuits, sortis, rentrés, sont concernés par une autre anomalie également sérieuse. Cette anomalie, c'est quoi ? En fabrication, lors des soudages de toutes ces lignes, il doit y avoir des contrôles qui sont faits après les soudages pour vérifier que les soudages sont bien faits et qu'il n'y laisse pas de défauts notamment. C'est évidemment un point essentiel pour avoir des tuyauteries de qualité. Or, EDF, faisant ses ultimes contrôles avant démarrage de ces mêmes lignes, et son but, ce n'était pas de vérifier les contrôles précédents, son but dans ce cas-là, c'était de faire un premier contrôle de référence avec leur méthode pour pouvoir ensuite comparer par la suite, pendant l'exploitation future, contrôle avec les mêmes méthodes. Donc c'était un point zéro pour eux du contrôle à venir. Simplement, ces contrôles, commençant à les mettre en œuvre, ils se sont aperçus qu'ils voyaient des défauts qui n'avaient pas été vus par les contrôles de fabrication. Donc, partant de là, ils ont décidé d'étendre les contrôles à l'ensemble de ces circuits, ce qui me paraît, avec évidemment des bonnes méthodes, pour voir l'ampleur des problèmes, l'ampleur des décalages. Mais d'ores et déjà, ils ont trouvé des défauts, donc qui exigeront nécessairement un traitement sous une forme ou sous une autre. Deuxième chose, nous avons fait, j'illustre un peu nos modes d'action, nous avons fait une inspection sous la responsabilité de notre inspecteur en chef qui a piloté l'inspection, c'était mardi dernier. Nous avons rendu compte des premières conclusions que nous en tirions par voie de note d'information qui est sortie hier. Globalement, sur les contrôles de fabrication, ceux qui n'ont pas vu les défauts, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait des problèmes à la fois d'organisation générale, organisation du travail, de conditions de travail, qui peuvent expliquer cette situation. Il y avait un clair défaut de surveillance, d'Areva, pardon, alors je dis Areva, c'est maintenant Framatome qu'il faudrait dire, et d'EDF, peu de contrôle, notamment de terrain, de ce qui se faisait au moment de ces contrôles non destructifs. C'est ultrasons. L'équivalent, enfin, si vous voulez une image, c'est genre échographie, quoi. C'est échographie des soudures pour vérifier la qualité des soudures. Donc pas assez de présence et pas assez de surveillance EDF Areva. Et puis dernier point, on a un certain nombre de soudures, en tout cas pour ce qu'on en a vu dans cette première inspection, hein, c'est plutôt première sur ce sujet, pardon, c'est qu'il y a un certain nombre de soudures où on n'a pas d'explication claire sur le fait qu'on n'ait pas vu les défauts qui ont été vus après, quoi. On ne comprend pas comment ça n'a pas été fait. Donc sur celle-là, on va investiguer pour aller plus loin. Mais au-delà de ces problèmes de vu, pas vu, le point aussi important, c'est simplement qu'il y a des défauts. Et dès lors qu'il y a des défauts, il faut trouver un moyen de les traiter ou de les réparer ou de les refaire. Et ça c'est en discussion. On attend le bilan des contrôles qu'a prévu EDF quelque part en mai, plus une proposition de plan d'action. Et puis on se prononcera évidemment, comme d'habitude, à ce moment-là et au vu de ces éléments. D'ores et déjà, on a demandé à EDF d'étendre le champ des investigations. Actuellement, ils ont identifié sur les services secondaires principaux 150 soudures à recontrôler. Je crois que c'est le chiffre qui a été cité. Je ne l'ai pas vérifié personnellement. D'ores et déjà, nous estimons qu'il y a probablement d'autres circuits à revérifier, et notamment tous ceux qui ont été faits par les mêmes industriels et dans les mêmes configurations industrielles pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres circuits
malheureusement bénéficier de contrôle de fin de fabrication, on va dire perfectible. Voilà. Pardon ? Sur le PER. Sur le PER. Donc voilà les derniers. Alors donc je souligne de manière plus générale, point de vigilance, effectivement ces phases entre guillemets de fin de chantier, c'est à la fois l'occasion de vérifier ce qui a été fait, et c'est fait pour et c'est normal, mais simplement là il y a clairement deux anomalies. Je le répète, ça va peut-être un peu compliqué à expliquer, qui se juxtaposent partiellement. Vous avez bien compris, il y a une partie des circuits qui est concernée par l'anomalie 1 et un plus grand ensemble qui est concerné la première partie est concernée par l'anomalie 1, maintenant la 2 en plus, et l'autre partie qui est concernée que par la deuxième anomalie. Voilà. J'espère avoir été clair, mais je répondrai à vos questions si tel n'est pas le cas. Il y a les travaux post-Fukushima comme point de vigilance. On a déjà, sur l'ensemble des installations nucléaires, pas que les réacteurs, les autres installations aussi, fait mettre en place tout un tas de dispositions post-Fukushima qui améliorent la sûreté clairement, à un niveau globalement équivalent à ce qui a été prescrit à l'étranger, en Europe en particulier. Simplement en France, l'ASN a demandé d'aller plus loin et de faire des travaux plus lourds et plus pérennes de renforcement de la sûreté. Simplement, comme ces travaux sont plus lourds, ça prendra du temps. Et il y a encore quelques années avant qu'on atteigne le plein déploiement de ce que nous, on a demandé sur les réacteurs. Évidemment, il faut que ces travaux se déroulent en toute qualité. Faire des améliorations de sûreté si les travaux délivrés ne sont pas de bonne qualité, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a tout un travail à faire pour que les travaux soient menés, encore une fois, en pleine qualité. Le dernier point, j'ai tout à l'heure parlé de 7 incidents dans le domaine médical, 7 incidents de niveau 2, c'est-à-dire des incidents ou des événements, je ne sais pas comment il faut les qualifier, qui potentiellement ont un impact sur la santé, soit des patients, soit des travailleurs médicaux, quels qu'ils soient. C'est encore beaucoup. C'est plus, par exemple, que l'ensemble des installations nucléaires de base. Donc, alors même si ce n'est pas tout à fait comparable comme échelle. Donc la vigilance, là aussi, est de mise. Alors il y a un domaine classique, c'est la radiothérapie. Par définition, c'est des rayonnements ionisants ultra puissants, puisque leur but, c'est de tuer des cellules. S'ils sont mal employés ou à côté de la tumeur, évidemment, c'est par définition des interventions à risque. Donc ça reste un point de vigilance. Il y a un autre point de vigilance pour nous dans le domaine médical, c'est les interventions radioguidées, sous imagerie. C'est-à-dire qu'on intervient sur un patient médicalement, simplement on est guidé par une radio, par quelque chose en permanence, ou quasi en permanence pendant l'intervention. Évidemment, là, comme le temps d'exposition est relativement long, il y a des risques. Alors, c'est une technique qui a bon droit d'ailleurs, et à juste titre pour le bénéfice des patients, y compris des médecins, se développe. Donc ça c'est bien, et pour de bonnes raisons. Simplement, elle est relativement dosante à la fois pour les patients, mais aussi pour le personnel qui intervient. Le chirurgien qui intervient, il a les mains exposées également. Et donc, point de vigilance nouveau, je dirais. Et le troisième, alors ça renvoie à un événement tout récent. On a toujours plutôt considéré que l'imagerie classique, les scanners, bon, évidemment, il fallait éviter d'en faire trop, parce que ça peut être dangereux, mais en même temps, dès lors que c'est pas des expositions permanentes comme l'imagerie interventionnelle, c'était moins risqué potentiellement. On vient d'avoir un événement qui est survenu au Mans, au centre hospitalier du Mans, qui est un événement important où une personne, par ailleurs enceinte, entre guillemets, a bénéficié de 50 clichés, alors qu'il n'en aurait fallu qu'un, 50 fois la dose normale, ça fait quand même beaucoup. Et ça, c'est lié à tout un tas de dysfonctionnements. Vous trouverez, alors il se trouve que c'était là aussi hier, désolé de la convergence, mais hier, on a mis en ligne une note d'information très détaillée, suite à une inspection aussi que l'on a faite sur place, qui explique au moins les premières raisons telles qu'on les perçoit de cet événement, qui a peut-être des précédents qu'on n'a pas vus, et qui pourrait avoir des successeurs si on ne fait rien. Donc c'est là aussi point de vigilance. Voilà, mes tout derniers points, sécurité des sources. Donc sécurité dans le vocabulaire, c'est protection contre les actes de malveillance. Les sources radioactives, c'est des objets que vous trouvez partout, je suis sûr que vous en avez peut-être même au Sénat. C'est des objets qui sont là en dessous des tuyaux,
pour faire des radiographies des tuyaux, pour vérifier leur état tout simplement, après soudure. Et donc du coup, c'est des engins de chantier, quoi. Ils sont sur les chantiers un peu partout, chaque fois que vous faites des soudures. Et on utilise donc des sources radioactives assez puissantes pour faire une radiographie d'un tuyau en acier, typiquement. Donc c'est des objets très puissants qui, s'ils tombent dans de mauvaises mains, peuvent faire des dégâts. Et donc l'enjeu, sécurité des sources, c'est d'éviter ce genre de situation et les dégâts qui pourraient en résulter. C'était un sujet qui était initialement orphelin et la loi de transition énergétique nous a confié le soin de contrôler la sécurité donc de l'utilisation de ces sources. Et concrètement, là on est en train de faire le cadre réglementaire, dire aux industriels concernés ce qu'on attend d'eux. Et on fera les premières inspections quelque part au deuxième semestre 2018, après que les textes réglementaires aient été pris. Mon seul commentaire, c'est que c'est pour nous un premier pas dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire dans le domaine de la protection des actes de malveillance. Nous ne sommes pas en charge de ce même sujet pour ce qui concerne par exemple les grosses installations. J'ai deux derniers messages qui normalement ont vocation à être pérennes sur au moins 5-10 ans, de long terme. Premier message qui touche pour partie à la politique énergétique, c'est que le parc nucléaire réacteur français a une caractéristique forte, il est standardisé. Et globalement, historiquement, ça a été un avantage en termes de sûreté, parce que dès lors qu'on détecte une anomalie quelque part, on peut rapidement mettre en place un moyen de réparation et déployer la réparation sur les autres réacteurs. Il y a une contrepartie à ça, c'est quand on détecte l'anomalie tardivement, à ce moment-là, on peut se retrouver face à un sujet qui exige l'arrêt de plusieurs réacteurs en même temps. Nous l'avons fait. Alors, on avait dit ça clairement en 2013 dans le cadre des préparations de la future loi de transition énergétique. Je le redis maintenant parce que tout simplement l'hiver dernier, il y a un an, nous avons arrêté, je le redis, pour ces mêmes raisons, ce même type de raison, on a arrêté 12 réacteurs dans l'hiver. Et le réseau électrique a été en limite de stabilité, notamment au mois de février, puisqu'il y avait des températures très basses il y a un an. Donc ce message, je le repasse. Encore une fois, même si on fait beaucoup de choses en France pour que les anomalies soient détectées tôt, traitées le plus tôt possible, personne ne peut exclure, l'exemple, ça vient juste d'arriver, ne peut exclure qu'on puisse se retrouver dans une situation dans un an ou dans 5, j'en sais rien. Et simplement, alors pour nous, ça contient une obligation, et pour les exploitants en termes de sûreté, c'est d'être hyper réactifs sur les anomalies, d'où mon message, notamment pour EDF, à nouveau sur le traitement des écarts, mais c'est aussi un message au gouvernement et aux politiques en général, de tenir compte dans la définition d'une politique énergétique, simplement de ce constat, et de designer le système électrique pour être capable de faire face au départ de 10 réacteurs, pas immédiat, mais dans une échelle de temps assez bornée, qui manqueraient à l'appel tout simplement pour des raisons de sûreté. Donc il faut qu'il y ait des marges quelque part, en consommation, en production, quel que soit le moyen de production d'ailleurs, où que ce soit, mais il faut qu'il y ait les marges qui correspondent en gros à une dizaine de réacteurs. Premier message. On sera sans doute amené à le répéter. Dernier message sur les déchets radioactifs. C'est un des deux sujets majeurs. C'est d'ailleurs un sujet de sûreté à long terme. Alors, première chose, il va y avoir, on a en France un dispositif qui fait qu'on a un plan de gestion de tous les déchets nucléaires qui est régulièrement réexaminé. Ce plan de gestion qui est réévalué tous les 3 ans, et y compris par l'OPEX, va faire l'objet de par la loi, va faire l'objet d'un débat public en fin d'année. Ça a été annoncé, confirmé. Donc simplement, je vous signale, c'est un rendez-vous important. Nous y participons dans notre rôle d'autorité. Parmi les points, évidemment, le point le plus complexe, je citerai 2 points. Alors, je commence par le plus simple, les déchets les moins nocifs, les petits, ce qu'on appelle les très, très faiblement radioactifs. Alors, par définition, ils ne sont pas très dangereux, puisque c'est le bas de la gamme. Par contre, dans la perspective de futur démantèlement éventuellement en masse, il risque d'y avoir beaucoup de volume.
Pour l'instant, la politique nationale est de centraliser tous ces déchets dans les installations de l'ANDRA, et donc en gros de faire traverser la moitié de la France à des déchets très 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 faiblement radioactifs. Ce n'est pas nécessairement une évidence que ce soit la meilleure solution. Il y a des risques de transport, il y a éventuellement des coûts, il y a des risques environnementaux, il y a des impacts environnementaux. Et la question qui pourrait faire l'objet d'un traitement ou d'une discussion dans le cadre du futur débat public pour nous, c'est de savoir si des stockages, évidemment adaptés à la nocivité des déchets, il ne s'agit pas de faire des sous-stockages, éventuellement locaux, régionaux, n'auraient pas un sens. Vous sentez bien que ce n'est pas qu'une question de sûreté technique, ça renvoie à ce que pensent nos concitoyens sur le terrain, à ce que pensent les élus sur le terrain de ce genre de choses. Clairement, pour moi, c'est une vraie question du futur débat public. Deuxième question, mais on est à l'opposé du spectre, c'est pour les déchets les plus nocifs, les déchets dits de haute et moyenne activité à vie longue. Principale caractéristique, c'est d'abord il y a de l'activité, et surtout ils sont à vie longue. Et la vie longue, c'est, je redis les chiffres, ça se compte en centaines de milliers d'années. Et donc la question qui se pose, c'est quelle solution de sûreté, en toute sûreté, peut-on offrir pour des déchets qui restent nocifs pendant ce genre de durée? C'est une question extraordinairement complexe. Toutes les installations simples que l'on sait faire, des stockages ou des entreposages en subsurface, c'est notamment une des idées qui est avancée par certains opposants à CIGEO, stockage en subsurface. Oui, on sait faire évidemment des stockages en subsurface, il n'y a aucun problème. Simplement, ils tiennent, et leurs caractéristiques de sûreté tiennent intensément au fait qu'on a un béton qui tient et des colis en acier qui contiennent les déchets qui tiennent. Personne n'est capable d'apporter la garantie que des colis en acier, que des bétons tiennent, je répète, 100 000 ans. Donc tout ça est possible, tout ça peut marcher à horizon de 100 ans, 200 peut-être, mais à horizon de 100 000 ans, ce n'est pas possible. D'où la solution qui internationalement est retenue comme la solution de référence, et là par la France également, qui est la solution du stockage géologique profond, où la sûreté est assurée sur le très long terme, justement par la géologie, qui effectivement permet de regarder les choses à des horizons de temps de ce type-là. Il y a un point qui me paraît essentiel sur ce sujet, une des objections d'ailleurs qui est portée par certains, qui est de dire oui, mais la science, qu'est-ce qui vous permet d'exclure que la science, dans 100 ans, ne va pas trouver la solution qui permet d'avoir ou de trouver une autre solution plus élégante, etc. Je suis d'accord avec cette question et il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Moi, je respecte la science, je salue Cédric Villani. On peut imaginer, évidemment, qu'on trouve des choses. Et c'est pour ça que les lois, et la dernière loi notamment, a prévu que le stockage de CIGEO soit un stockage réversible. C'est-à-dire que notre génération offre une solution possible aux générations suivantes, et si on trouve d'autres manières de traiter le sujet, on se laisse la capacité de récupérer les déchets et de faire autre chose de plus intelligent s'il y en a. Mais toutes les lois de la République successive ont bien confirmé, et l'ASN y adhère pour des raisons de sûreté, qu'il fallait trouver une solution à notre main, à notre génération, et pour l'instant la seule qui a du sens et qui a, y compris en termes de sûreté, c'est celle-là. Mais encore une fois, il y a une condition, c'est que ce stockage soit effectivement réversible, et ça, il faudra techniquement le prouver, financièrement arriver à le prouver. Voilà, je m'arrête là. Et on vous écouterait avec bonheur pendant de longs moments, mais en fait le temps est quand même un bien rare et il est sollicité par certains de nos collègues qui veulent intervenir. Je voudrais quand même peut-être poser une première question sur la gouvernance de l'ASN, parce que vous êtes président, cher Pierre-Franck Chauvet, vous avez un directeur général et vous avez un collège. Alors comment ça fonctionne? Alors j'ai fait trois déclinaisons de cette question sur la gouvernance, peut-être sur les moyens humains, et je vais poser une question presque malicieuse, la carrière des moyens humains. C'est-à-dire, au fond, qui vous saisit?
quel est le rôle, les responsabilités respectives du collège, du directeur général, du président, et quel type de relation entretenez-vous avec les acteurs du secteur nucléaire? Par comparaison, par exemple, nous, les parlementaires, nous respectons l'indépendance de la magistrature, ce qui, en pratique, nous interdit, y compris même lorsqu'on connaît très bien tous les magistrats de notre département, d'évoquer avec eux autre chose que les résultats du Paris Saint-Germain ou la météo pour le prochain week-end. Alors moi, ça m'intéressait de savoir comment vous vivez vos relations avec la gouvernance, ce collège, avec le monde électronucléaire. Alors j'ai une question ensuite de Bruno Sido, je l'ai noté. Madame Delmont-Coropolis souhaite intervenir également. Et Monsieur Jomier également. Et Cédric, naturellement. Et Madame Préville également. Et Catherine. D'accord. Vous savez noter. Donc, juste un petit éclairage sur la gouvernance. Alors, en tant que président, je peux dire que ça se passe bien en interne, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui peuvent en attester. Non, ben c'est vrai. Alors, par exemple, oui. EDF lance le grand carénage. Pour vous, le grand carénage, ça existe ou c'est un sujet de mobilisation pour réfléchir avec EDF, pour anticiper, ou au contraire, c'est quelque chose que vous gérez en interne en disant, bah, tiens, voilà, puisqu'ils vont faire ça, nous, on va faire ça. Enfin. Alors, je reviens sur la gouvernance. Pour moi, le grand carénage n'est pas vraiment de la recherche, parce que c'est juste à l'ordre du jour du quotidien de nos inspections. Enfin, d'abord du travail industriel. Il a commencé, hein. Clairement, et à juste titre, à mon avis. Juste un commentaire. On parle aussi de poursuite de fonctionnement, prolongation, 4e visite décennale. La charge industrielle, qu'elle soit liée au post-Fukushima, qu'elle soit liée au grand carénage, tel que l'appelle EDF, ou qu'elle soit liée aux travaux que nous allons demander supplémentaires pour la poursuite de fonctionnement, est une charge extrêmement lourde. Et la question de savoir dans quel niveau de qualité elle peut être délivrée est une vraie question pour la sûreté. Et donc, ce qui est fait par EDF actuellement, et que j'approuve, qui est d'anticiper les grands travaux autant que possible, et c'est largement en cours, avec un nouveau pic, avant le nouveau pic de la 4e visite décennale, qui sont des grands travaux à nouveau. Puis après un deuxième pic, éventuellement à 43-44 ans, à nouveau de travaux, en gros, qui permet de lisser et de rendre l'effort industriel et de sûreté, ça a un impact sur la sûreté, me paraît aller dans le bon sens pour le résultat final qui est recherché, par nous en tout cas, qui est l'amélioration de la sûreté. Et donc ça, c'est à l'œuvre, du coup, dès lors que c'est anticipé, c'est à l'œuvre actuellement, et il y a tout un tas d'inspections pour aller contrôler que les choses se font correctement, et un travail d'instruction pour vérifier que les modifications sont bien conçues. Donc c'est pas la recherche, c'est là. Gouvernance. En gros, il y a les services de l'ASN. Une partie de ces services est sur le terrain et qui porte une grande part de l'inspection de terrain. On en avait un exemple sur Flamanville. Il y a des gens de Paris qui y sont allés, mais il y avait des gens de terrain qui étaient là. Il y a les services nationaux dirigés de manière quotidienne donc par Olivier Gupta au premier rang, qui eux font plutôt de l'instruction technique sur les grands sujets où il faut regarder les notes de calcul, etc., ce genre de choses. Ils préparent les décisions et ça passe devant une sorte de... le collège. J'allais faire l'analogie avec le Parlement, c'est très mal. C'est beaucoup moins bien. Mais simplement, c'est une chambre qui n'a pas participé à l'instruction, enfin qui est capable de comprendre ce qu'on lui raconte et qui, in fine, prend les décisions. En présence des services et avec aussi des contributions, évidemment, de l'IRSN. Oui, moi j'aime bien utiliser l'analogie avec le monde de la justice. En fait, les services instruisent un certain nombre de dossiers, on prépare des décisions, un peu comme dans une instruction en fait judiciaire. Effectivement, ensuite, c'est délibéré par le collège en présence des services, et c'est le collège qui endosse collégialement, parce que c'est comme ça que la loi le prévoit. Il y a un certain nombre de décisions qui ne peuvent être prises que par le collège réuni
avec des notions de quorum, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment voulu par la loi, cette notion de décision collégiale. Et donc le tout, effectivement, étant sur la base d'une instruction menée par les services. Juste pour faire le lien avec l'IRSN, parce que ça fait aussi souvent partie des questions posées, finalement, comment ça s'articule entre l'ASN et l'IRSN. Vous êtes de l'extérieur, on donne l'impression d'avoir affaire à des experts en général, sans forcément bien distinguer. Là aussi, pour rester sur l'image judiciaire, il y a les magistrats et puis il y a l'expert près du tribunal qui, effectivement, apporte un éclairage technique sur un dossier. Et c'est ce que fait l'IRSN. Effectivement, dans le cadre des instructions que nous pilotons, nous recourons pour beaucoup d'entre elles, pas pour toutes, mais pour beaucoup d'entre elles à l'analyse de l'IRSN. Si vous voulez, en gros, dans les instructions qui portent sur le nucléaire médical ou le nucléaire de proximité plus généralement, nous avons la capacité en interne de réaliser les expertises par nous-mêmes. C'est aussi le cas dans le domaine de la sûreté nucléaire sur un cas particulier qui est les équipements, alors qui est à l'ordre du jour en ce moment, qui est les équipements sous pression nucléaire, où nous avons en propre une capacité d'expertise. Et sur d'autres sujets, sur pas mal d'autres sujets, nous recourons effectivement à l'IRSN. Voilà comment ça se passe. Deux précisions entre l'analyse technique essentiellement menée par l'IRSN et les décisions. Il y a aussi les groupes permanents d'experts. C'est des sages qu'on fait venir, alors sages mais techniques, qu'on fait venir sur les dossiers les plus compliqués, qui sont à un autre étage de la fusée de l'instruction entre guillemets et de la décision surtout. Le dernier mot sur la gouvernance, c'est évidemment pas dans notre règlement intérieur, mais c'est nos pratiques collectives. Le commissaire, donc les 5 qui sont là, au passage, 2 d'entre nous sont plutôt du monde médical et 3 d'entre nous, dont moi, sont plutôt du monde de la sûreté, monde ingénieur. Voilà. Mais ça correspond à nos missions, tout simplement, puisqu'on exerce dans les 2 domaines. Simplement, la règle implicite, qui n'est évidemment pas écrite et chacun peut la rompre tous les jours, c'est que nous délibérions ensemble, de la même manière, sur toutes les décisions, dès lors que nous sommes présents. Donc c'est un consensus absolu. De fait, mais ce n'est qu'une règle implicite, on a, en tout cas dans mon mandat, je ne crois pas dans le mandat précédent, on a toujours respecté cette règle de consensus, quitte à prendre un peu plus de temps dans la discussion et à y revenir éventuellement une deuxième fois, mais d'avoir une décision qui n'est pas simplement un vote avec 50-50 ou toutes les nuances, mais qui est portée par chacun d'entre nous. Ça prend parfois un peu plus de temps. Relation partie prenante. À ma prise de fonction, j'ai découvert un système extraordinairement complexe et complet de relations à tous les niveaux, avec alors, évidemment l'ensemble des exploitants nucléaires, donc ça va des niveaux de base aux auditions par le collège de tous les exploitants. C'est très structuré. Alors, c'est pas parce qu'on se cause beaucoup qu'on est tout le temps d'accord. Hein. Je pense d'ailleurs, vous avez peut-être pu le constater. Hein. Chacun son rôle. Mais par contre, en termes de qualité d'échange, je ne vois pas quoi rajouter. Qualité, nombre, etc. Encore une fois, on n'est pas toujours d'accord. Là, je parlais des exploitants qui sont évidemment une partie prenante importante. C'est le premier responsable de la sûreté. Mais les autres parties prenantes aussi, on a un système structuré, y compris avec les ONG, que l'on voit régulièrement pour qu'on évoque un certain nombre de sujets, qu'on clarifie nos positions, enfin bref, un sujet d'échange. Et puis plus largement l'ensemble des parties prenantes, y compris notamment les commissions locales d'information qui par définition ont une composition assez large. On les rencontre au niveau de l'association nationale sur un mode extrêmement régulier dans beaucoup d'instances. Sur la carrière, vous parliez de carrière. Alors je ne sais pas si c'est pas une question personnelle. Hein. Non, d'où viennent-ils, où vont-ils, où restent-ils? Parce que vous avez évoqué la comparaison avec la justice, c'est intéressant. En général, si on accepte les juridictions type prud'homme ou tribunaux de commerce, on a affaire à des gens qui, certains trouvent ça formidable en termes d'indépendance, d'autres craignent l'éloignement, mais qui sont des magistrats de carrière. Alors, l'essentiel de nos personnels, en fait, provient... Alors, donc 500 en tout, en ordre de grandeur, moitié en région,
dans 11 divisions nucléaires qui réalisent pour l'essentiel les inspections et le contrôle de terrain, et moitié au siège, effectivement plutôt sur l'instruction des dossiers. L'essentiel des personnels en fait est recruté ce sont des fonctionnaires. Beaucoup d'entre eux sont d'un corps qui est le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Ce sont des fonctionnaires qui font l'essentiel de leur carrière dans le contrôle des risques, des activités à risque, alors que ce soit les installations classées pour la protection de l'environnement, donc les Céveso, dans les DREAL, au ministère de l'Environnement, etc., ou évidemment à l'ASN. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de bénéficier d'un regard croisé de gens qui ont fait des allers-retours entre justement le contrôle du nucléaire et le contrôle des autres activités à risque. Donc c'est, mettons, 2/3 des personnels. Nous avons aussi des fonctionnaires issus des corps gérés par le ministère de la Santé, pharmaciens, inspecteurs de santé publique, médecins inspecteurs et d'autres corps de ce type, donc qui eux aussi ont une carrière administrative dans les agences régionales de santé et viennent à un moment donné au sein de l'ASN. Et enfin, nous avons des agents mis à disposition par l'IRSN et le CEA. Ça doit représenter une petite dizaine de pourcents de nos effectifs et quelques agents contractuels. Voilà. Mais avec au total, moi j'estime qu'on a effectivement des agents qui ont dont le statut offre une garantie d'indépendance vis-à-vis des industriels. J'ajoute que nous avons aussi des règles de déontologie, une charte de déontologie, un référent déontologue qui est ici présent, et nous veillons effectivement à l'application de ces règles. Bruno. Oui, merci, Monsieur le Président. Assez curieusement, d'ailleurs, ma question va dans le prolongement de ta première question, Monsieur le Président. L'interdiction de cumul de mandats a quelque chose de bon, c'est que ça donne du temps pour lire. Et voilà. Et en particulier, je viens de lire un livre qu'on m'avait donné en 2013 ou 2014 par l'auteur lui-même, c'était François Lévesque. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. Il est édifiant. C'est un économiste, il est le professeur à l'école des mines, mais ce n'est pas sur l'aspect économique que je vous pose ma question. Ce que j'ai appris dans ce livre, au détour d'une démonstration mathématique ou économique, c'est que on sait maintenant exactement pourquoi il y a eu le drame de Fukushima. Et curieusement, il y a une même centrale 50 km plus loin, à peu près les mêmes, elles continuent à tourner, elles n'ont rien eu. Pourquoi? Parce que le directeur de cette centrale, dont j'ai oublié le nom, était plus rigoureux que le plus des rigoureux et avait fait des choses que l'autorité de sûreté nucléaire japonaise n'avait pas demandé, ou avait fait au moins exactement ce que l'autorité avait demandé. Ce n'était pas le cas à Fukushima. Beaucoup de choses n'ont pas été faites, ont prétendu être faites alors qu'elles n'étaient pas faites. Et finalement, on a découvert tout simplement, mais il paraît que c'était connu depuis longtemps par tout le monde, par tous les intéressés, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire japonaise n'était pas à la hauteur. C'est un euphémisme. Étant donné que ces directeurs finissaient leur carrière chez l'industriel. Chez les industriels, naturellement, on ne va pas trop les embêter si on veut continuer à avoir une carrière un peu plus longue. Et par conséquent, ma question est toute simple. Vous êtes une autorité indépendante et il faut, d'après ce que j'ai pu comprendre et après mes réflexions, c'est absolument indispensable. Et interdire le croisement des carrières, etc. etc. Mais est-ce que vous estimez, ma question, c'est est-ce que vous estimez que la loi qui a été discutée assez rapidement, je veux dire, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la discuter, je m'en souviens, hein, j'étais même co-rapporteur. Est-ce qu'elle est suffisante et est-ce que vous avez des propositions à faire pour être encore plus indépendant? Puisque c'est finalement une question de sûreté nucléaire, mais la vraie, c'est l'indépendance de cette autorité qui doit absolument être insoupçonnable et qu'elle puisse faire appliquer ces recommandations ou ces injonctions.
Voilà, c'est une question, pardonnez-moi, hein, je ne voudrais choquer personne, mais j'ai conclu à la lecture de ce livre que si la filière nucléaire voulait continuer à exister, alors économiquement c'est autre chose, mais au minimum en termes de sûreté, il faut que ce soit le plus absolu possible. Voilà. Président, avant que vous ne répondiez, je vais peut-être proposer à certains des collègues qui souhaitent intervenir sur le même sujet de le faire à cet instant. Et je donne la parole à Cédric Villani et à Claude Deganet qui souhaite intervenir. Oui, merci, Président. Monsieur le Président, si je ne m'abuse, c'est votre dernière année de mandat et donc les recommandations que vous évoquiez en tant que recommandations aussi au gouvernement ont des allures de message un peu solennel qui résulte de l'ensemble de votre mandat à ce sujet. Peut-être un commentaire plus généralement sur ce que vous avez pu observer, voir au cours de ce mandat, un peu en anticipation des recommandations pour la suite, pour votre successeur éventuel qui nous serait utile, dont la connaissance nous serait utile. Une question liée à la gouvernance et au périmètre également, dont nous avons discuté avec ma collègue Émilie Cariou, députée de la Meuse et qui au sein de l'Office parlementaire scientifique suit tout particulièrement pour l'Assemblée nationale les questions nucléaires. La question est, vous avez parlé de sûreté bien sûr et vous avez fait une petite incursion dans le domaine de la sécurité à l'occasion de l'évocation de ces questions de sources radioactives. Vous l'avez dit aussi, vous n'êtes pas en charge explicitement et de façon générale des problèmes de sécurité. Question, est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels il pourrait être utile, à votre avis, que des questions de sécurité vous soient dévolues en concertation avec tel ou tel acteur? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les problèmes de sûreté et de sécurité se posent en des termes qui s'éclairent mutuellement ou en des termes communs? Comment analysez-vous le rapport, la répartition des rôles en la matière? Alors, on vous donne la parole. Oui, Président, j'oserais pas dire que les grands esprits se rencontrent. Modestement. En tout cas, comme vous le savez, Président, je fais partie au sein de l'Assemblée nationale d'une mission qui est en cours sur la sûreté et la sécurité. Et justement, nous n'en sommes pas aux conclusions, mais plusieurs de mes collègues ont évoqué ou envisagent, pourquoi pas, de préconiser que l'ASN s'occupe à la fois de la sécurité et de la sûreté, même si, personnellement, et au début de cette mission, je m'étais opposé à cette confusion des genres. Pensant qu'une autorité de sûreté qui, à la fois, serait associée avec l'exploitant, susciterait un certain nombre de confusions. Néanmoins, je rebondis sur la question de mon excellent collègue, sur cette question, Président, et si vous considérez que et en plus, vous avez, je dirais pas une certaine liberté, mais presque par rapport au mandat que vous exercez ou à la fin de ce mandat, pour dire effectivement, ça serait peut-être une bonne idée ou au contraire. Donc votre sentiment précis sur la question. Merci à vous. Voilà. Je pense avoir usé de cette liberté depuis l'origine. La fin de mandat ne me donne pas plus de liberté dans ce domaine-là. Sur la question de qu'est-ce qui peut être fait pour conforter notre indépendance, je ne vois pas dans les aspects techniques, je ne vois pas de choses très techniques, Par contre, il y a une chose qui me paraît importante, c'est les questions de ressources de l'ASN. Non pas pour en demander là plus, on a des discussions en cours avec l'État et c'est en gros complément par rapport aux 500 d'une quinzaine de postes. Donc vous voyez, c'est pas le sujet. Mon sujet, il est plus un sujet de système. Actuellement, nos ressources, comme tous les services de l'État, sont entièrement décidées dans les mécaniques budgétaires habituelles, ce qui peut être vu ou perçu comme un moyen d'affaiblir ou de conforter, parce que objectivement ça a plutôt été la nature de nos trajectoires budgétaires et de ressources humaines. Encore une fois, c'est pas tant l'argent, c'est surtout le fait d'avoir des personnes compétentes. Et je suis assez convaincu qu'à l'avenir, et encore une fois, même si les gouvernements successifs ont fait des efforts pour ce qui nous concerne, qu'il faut trouver un moyen d'avoir
pour l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, des ressources à la fois adaptées à ses besoins du moment et adaptables aux évolutions, parce qu'il peut y avoir des hausses, et il faut qu'on puisse les faire si elles sont justifiées. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, suivant les politiques, des moments de baisse. Donc il faut... Et ça, simplement avoir des ressources modulables, ce que j'ai en tête, mais je sais que c'est une hérésie quand on en parle, y compris à la Cour des comptes, un système dit de taxes affectées sous le contrôle direct du Parlement. Évidemment, je finis ma phrase, je ne demande pas un chèque en blanc, sur la base d'une exécution et d'une justification des moyens précises, hein, évidemment, me paraît un bon moyen. Alors certes, c'est pas très orthodoxe par rapport à la pensée actuelle, un bon moyen, alors à la fois d'obtenir le résultat, c'est des ressources adaptées, sous contrôle, et puis aussi, en termes d'image ou de suspicion qui pourrait porter sur l'institution, de donner un peu plus de garantie sur le fait que même si nos décisions individuellement sont indépendantes, mais il suffit de tarir la ressource humaine pour qu'effectivement notre capacité à faire concrète, elle puisse être réduite. Donc ça me paraît un point, je l'exprime et nous l'exprimons de manière continue, constante depuis 4 ans à peu près. Encore une fois, avec des bonnes nouvelles année après année sur nos moyens. Et encore une fois, j'en remercie la collectivité. Mais encore une fois, pour moi, un problème de méthode ou même de structuration de notre système qui n'est pas résolu. L'autre point important pour l'institution, ça renvoie à notre capacité technique. J'ai parlé tout à l'heure, j'employais le mot magistrature technique. Magistrature, mais il y a technique. Et je pense que fondamentalement, notre institution tient et tiendra par la compétence, aidée par tout un certain nombre d'experts, ça évidemment, par la compétence que nous saurons mettre dans nos décisions. Et ça renvoie à la continuité des agents, de tous les agents. Continuité à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la continuité, à la fois des agents sur le terrain, des durées de poste un peu plus longues, mais ça renvoie à tous les niveaux hiérarchiques. Alors, Cédric Villani parlait du testament. Alors, j'ai pas vraiment de messages rentrés. J'ai l'habitude de dire ce que j'ai à dire, donc les messages tels que je les porte, il y en a tout un tas qui ne sont pas totalement nouveaux, sont ces messages-là. Je ne l'ai pas écrit avec l'idée d'un testament public à l'attention de ma successeur. C'est simplement ce que je pense. Même chose, la nouvelle politique de contrôle, on l'a conçue l'année dernière, avec l'idée de donner une orientation pour les années à venir. Bon, ensuite, chacun fera ce qu'il doit faire. Mais voilà, les choses sont là et elles n'ont pas beaucoup changé pour une partie. Sur la question de la sécurité, dans tous mes homologues, tous les internationaux, ont les deux aspects sur l'ensemble à peu près du spectre. C'est-à-dire gèrent à la fois la sûreté et la sécurité, y compris avec des autorités qui sont clairement des autorités indépendantes, soumises à l'obligation de transparence, etc., et qui, de fait, sur ce genre de sujet, évidemment, ne se comportent pas de la même manière, puisque les informations, pour une large part, sont classifiées et à juste titre. Donc, premier élément, c'est juste factuel. Pourquoi ? La raison est très simple. Je prends un exemple. Il y a eu beaucoup d'agitation, entre guillemets, organisée, autour des piscines. Des piscines, des bâtiments, bâtiments combustibles, d'entreposage des combustibles sur les sites EDF. Sur le thème, ils sont fragiles aux problèmes de sécurité, etc. En gros, une piscine, il y a des épaisseurs de béton, notamment pour faire la piscine, entre guillemets. Il peut y en avoir éventuellement sur le toit, mais il y a fondamentalement de grosses épaisseurs de béton autour qui constituent la piscine elle-même. Et puis il y a des circuits qui permettent de remettre de l'eau si jamais il y a une fuite, quelle que soit la raison de la fuite, que ce soit un tuyau qui casse parce que je ne sais pas quoi, une soudure, ou que ce soit une attaque malveillante qui conduit à perdre le tuyau. Quelle que soit l'agression, que ce soit de l'aviation commerciale, c'est-à-dire pas un acte de malveillance, ou que ce soit... vous discutez strictement des mêmes sujets, épaisseur de béton, ajouter ou non un circuit supplémentaire. Et c'est pour cette raison extraordinairement basique que mes collègues en charge de magistrature technique des installations ont ces mêmes missions, tout simplement parce que techniquement, globalement, ça renvoie aux mêmes compétences. Et d'ailleurs, au passage, l'appui technique IRSN exerce ces deux missions. Voilà. Donc, je pense que c'est une... Enfin, je l'ai déjà dit. Alors, je précise.
je considère que cette réforme-là, alors c'est pas lié à l'indépendance de la SNCF, c'est juste une question de périmètre là par contre, n'est pas une urgence. Je ne suis pas en train de dire il faut absolument et rien ne va. C'est pas du tout ça que je dis. Il y a un service qui traite ces aspects-là au ministère de l'écologie. Très bien. Ce que je dis simplement que l'organisation est différente ailleurs et je pense que cette réorganisation, ce n'est qu'une réorganisation, je pense qu'elle demande un bout de loi. Hein. Cette réorganisation est inéluctable à terme. Voilà pour la remise du rapport annuel de l'autorité de sûreté nucléaire aux sénateurs et députés de l'OPEX, l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. La remise de ce rapport intervient dans le contexte compliqué que vit l'EPR de Flamanville, alors qu'EDF a annoncé qu'il y avait des écarts de réalisation dans les soudures de cette EPR. Et donc, il y a de nouveaux dérapages à prévoir au niveau du calendrier et certainement de nouveaux dérapage financier pour cette EPR. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.